Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce spécial Politicia consacré aux femmes. Ce 8 mars a été célébrée la Journée internationale des droits des femmes. Et comment ne pas jeter un regard sur la situation des femmes sur le continent? Évolue-t-elle positivement? Dans quelle proportion et à quel rythme? Quels sont les obstacles? L'Afrique est-elle sur la bonne voie dans la promotion et l'autonomisation des femmes? Trois grandes dames avec moi pour en parler. Christine Nina Nyonsavier, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi en France, une fonction que vous cumulez avec celle de représentante spéciale du président burundais auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Justine Mpoyo Kasavubu, vous avez été vous aussi ambassadeur de la RDC, la République démocratique du Congo, auprès de l'Union européenne. Vous êtes femme politique, présidente du mouvement des démocrates. Vous êtes très engagée pour la démocratisation de votre pays, mais surtout pour l'abstinence démocratique sans violence dans votre pays. Et quand on sait que les femmes sont les premières victimes des conflits sur le continent, c'est un postulat à louer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Thérèse Altemat Massing, dans cette émission, nous parlerons apport et poids économique des femmes. Et c'est à juste titre que j'ai invité l'entrepreneur que vous êtes. Vous êtes la présidente du groupement international d'investissement des femmes actives. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission qui va célébrer les femmes africaines. Merci. Et à propos justement des femmes africaines, hier elles étaient cantonnées au rôle d'épouse et de mère. Aujourd'hui, plus aucun espace ne leur échappe. Elles font partie des corps d'élite de nos armées. Elles sont pilotes, professeurs d'université, parlementaires, ambassadeurs, ministres. Elles président de hautes institutions de la République. Si elles ne sont pas élues président de la République, j'exagère à peine. C'est un sujet, regard sur ces femmes qui ont réussi à pénétrer et à s'imposer dans l'arène politique de leur pays. Il est signé Aïssatou Beslan Diamanka. Les femmes font leur révolution, de mère au foyer à femme d'affaires ou chef d'entreprise. Elles ont mis les bouchées doubles. Elles veulent désormais prendre leur place dans les grandes institutions de la République et parfois jusqu'au sommet de l'État. Mais si l'ascension politique des femmes dans un environnement singulièrement masculin n'est plus à démontrer, les femmes sont-elles pour autant assez représentées? Quels sont les obstacles qui freinent l'ascension de plus grand nombre de femmes? Zoom sur des femmes qui prennent le pouvoir en politique. Le 8 mars, date à laquelle la femme est célébrée partout dans le monde, est une occasion de s'intéresser à la présence de plus en plus visible des femmes africaines dans la sphère politique, un environnement politique longtemps monopolisé par les hommes. Il est important d'être dans les lieux et places où l'on décide. Donc c'est simple, arrêtez donc de nous faire passer pour des victimes, de mettre l'accent sur l'apparence, de vraiment montrer un aspect qualitatif des femmes et de nous dire qu'aujourd'hui, et de dire surtout aux hommes qu'aujourd'hui, que nous ne sommes plus des femmes avec des têtes bien faites, mais avec des têtes toutes pleines. Au Sénégal, le 14 mai 2010, une loi sur la parité qui permettait d'augmenter le nombre de femmes au Parlement a été votée par le gouvernement d'alors. De nombreuses femmes comme Amsatou Sow Sidibé, Aminata Mbengue ou Aïssata Tall Sall s'imposent en politique. Le 2 avril 2009, au Bénin, sur le plan institutionnel, Kouroubat Osseni devient la grande chancelière de l'ordre national, un titre prestigieux longtemps réservé à la gente masculine, mais la respectable cour constitutionnelle de ce pays a déjà été dirigée par deux dames de fer, Elisabeth Pogno de 1993 à 1998 et Conceptia Ouinsou entre 1998 et 2008. En 2006, Ellen Johnson Sirleaf est élue au Libéria présidente de la République. Elle y exercera 2 mandats. Au Malawi, la vice-présidente Joyce Banda est élue elle aussi présidente de la République le 7 avril 2012 en succédant à Bengoua Mutharika. Elle est la première femme à occuper ces 2 postes dans son pays. Malgré cette ascension inévitable, les freins sont toujours là. J'estime que c'est une promotion de la femme quelque part. Et vous savez, pas pour jeter des fleurs à notre chef d'État. Il tient à la promotion des femmes. Mais il est toujours coincé par les hommes.
Toujours. Ils veulent tout. Ils veulent rien de lui laisser pour nous. C'est ça le drame. Il a promis déjà ici 50% de femmes au gouvernement. Mais ça ne vient pas. Parce que les hommes ne lui en laissent pas le temps. Après, ils vont dire qu'ils n'ont pas trouvé de femmes. Est-ce que ça, c'est possible de ne pas trouver aujourd'hui, dans plein 21e siècle, des femmes qui ne sont pas capables de diriger comme les hommes qui le font, les ministères aujourd'hui? À Djibouti, une loi fait désormais obligation de consacrer 25% des sièges à l'Assemblée nationale aux femmes. Au Burundi, 46% des sièges du Sénat et 32 des sièges du Parlement sont occupés par des femmes. Le Rwanda est le bon élève de la Cour à l'ascension des femmes dans la sphère politique. Les femmes députées occupent au total 56% des sièges du Parlement. On se posait des milliers de questions en se demandant si on pouvait y arriver un jour. Maintenant, ce n'est plus à démontrer. Nous sommes bel et bien là et nous avons lutté pour obtenir cette parité qui est désormais inscrite dans notre constitution. Aujourd'hui, les femmes rwandaises ont tellement reçu des formations de renforcement de leurs capacités, de telle sorte qu'elles peuvent se retrouver à tous les niveaux de la sphère politique. Et on n'attendait que ça. Femmes d'affaires, avocates, députées, ambassadeurs ou encore président de la République, les femmes sont sur tous les fronts. Elles sont désormais prêtes pour arracher leur place dans ce système institutionnel et politique toujours dominé par les hommes. Mesdames, vous êtes sur ce plateau l'illustration de ces femmes qui ont brisé les préjugés et qui prouvent au quotidien qu'elles peuvent ce que peuvent les hommes. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur le parcours du continent en matière de promotion de la femme, notamment dans le monde politique? Je commence par vous, Madame Nyon-Savier. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui en tant que femme d'abord et puis en plus en tant que femme politique, donc ambassadeur de mon pays. Je pense que le monde est en train d'évoluer très très bien en reconnaissant en la femme la capacité de faire des choses, d'arranger des situations qui sont parfois restées très très difficiles pour les hommes d'y arriver. Je parlais hier avec un homme politique, un ancien homme politique, qui reconnaissait que rien ne va. On regarde à gauche, à droite, les guerres, le bruit, on est tout le temps en train de se battre, mais on s'est rendu compte qu'avec des femmes, il y a moyen de trouver des solutions rapidement et en douceur. Et je pense que c'est ça notre rôle, c'est justement le rôle d'apaiser les situations qui sont très tendues par la suite des hommes. Le rôle d'apaiser les situations très tendues créées et générées par les hommes, en l'occurrence Madame Kasavubu, vous qui êtes femme politique, je rappelle que vous avez été candidate à l'élection présidentielle de 2006 dans votre pays, la RDC. Quelle est la difficulté première à pénétrer le monde politique quand on sait sa rudité? Oui, mais écoutez, moi, je crois qu'en cette matière, il faut surtout éviter de pratiquer la naïve politique et plutôt s'inspirer de la réelle politique. Et qu'est-ce que cette réelle politique nous enseigne aujourd'hui? Moi, j'y suis ici justement parce que la réelle politique dans mon pays m'indique que je suis une femme en deuil d'abord, en ce 8 mars 2018, puisqu'il y a 8 millions de morts à l'est de la République. Et parmi ces 8 millions de morts, il y a une majorité de femmes, de petites filles et d'enfants, tout simplement parce que nous subissons une politique de dépeuplement et de repeuplement. Et donc, aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir si les dirigeants de nos pays, en Afrique subsaharienne plus particulièrement, sont vraiment des vrais dirigeants ou bien si ce sont des pantins, parce que finalement, on ne peut pas comprendre que la promotion de la femme puisse être aussi l'objet d'une destruction de la femme, parce qu'aujourd'hui, c'est un génocide contre les femmes congolaises que nous déplorons en République démocratique du Congo. Ça, c'est le cas de votre pays, mais quand on prend la situation globale du continent, on l'a vu dans l'élément qui est passé, et mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il y a des femmes qui sont représentées au sein des institutions de la République. C'est quelque chose qu'on peut reconnaître et louer et encourager. Et surtout, à quel niveau doit-on mieux faire? Mais certainement qu'il y a du courage de la part des femmes. Il y a de la détermination, de la conviction. Il y a aussi de la rigueur, de la discipline. Et tout cela provient de quoi? D'une éducation. Et donc, ça veut dire qu'une femme éduquée a un idéal pour son pays et a aussi un idéal de l'image qu'elle projette elle-même de la
la femme dans la communauté. Et effectivement, il y a depuis quelques décennies, les femmes arrachent leur place dans la société et surtout en politique. Parce que, comme vous le savez bien, nous sommes vraiment coincés entre une image des hommes que les hommes donnent aux femmes, c'est-à-dire toujours l'auxiliaire en quelque sorte, et une parité qui a de la peine aussi à s'accomplir. Et donc finalement, nous sommes encore loin du compte, le chantier est ouvert, mais c'est vrai qu'il y a eu des progrès, mais ces progrès ont été à la responsabilité des femmes qui l'ont arraché, et non pas qui l'ont reçu. Ah, pas du tout, il n'y a pas de cadeau en politique, croyez-moi, il n'y en a pas. Si vous êtes aussi là où vous êtes aujourd'hui, Madame Altemat Massing, c'est d'abord parce que vos pères, vos parents ont cru en vous et ont investi en vous. De ce point de vue, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'investissement dans la femme, dans les filles sur le continent? Avons-nous évolué? Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même rappeler que le continent africain est matriarcat. Et si la femme africaine s'arrête, l'Afrique s'arrête. N'oublions pas que c'est la femme qui est la mère de l'humanité. Et avant la colonisation, avant l'invasion de ces étrangers qui ont amené leur Dieu en nous disant que voilà, vos cultures qui étaient gardées par les femmes ne vaut rien, c'est nous, notre culture qui est là. Et n'oublions pas que la religion, c'est une arme de destruction massive. Les religions ont décimé les civilisations entières. Avant que les colons n'arrivent, rendons hommage à ces grandes reines qui ont régné sur le continent africain et qui ont combattu les envahisseurs. Si vous me donnez une minute, moi je vais vraiment rendre hommage à ces grandes guerrières que l'histoire tend à oublier et que nous-mêmes on oublie. Il y a déjà, on commence par la reine d'Égypte, Nefertiti, Makeda, qui est la reine de Saba en Éthiopie. Niale Mbunji, le cauchemar des colons, comme on appelle la reine du Sénégal. Tadji Agme, la reine amazone du Dahomey. Abla Pokou, la reine d'Afrique qui mettait le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire. Anna Zinga, reine du royaume d'Angola. Donna Béatrice Kimba, la poétesse congolaise. Nandi de Zouzuland, qui est la mère de Shaka Zulu. Nyeti Njala Mbonji. Neya Azantewa du Ghana, je n'en cite que celle-là, beaucoup d'autres. La liste est longue, beaucoup absolument. Donc, rendons d'abord hommage à ces femmes qui se sont battues. Elles étaient mères, reines, gouvernantes et guerrières en même temps, qui défendaient ce continent bec et ongle, comme on dit, avant que l'envahisseur, que lui, à l'époque où la femme régnait sur le continent avec abnégation, courage et sagesse, n'oublions pas que les femmes occidentales n'avaient même pas le droit de vote. C'est vrai. Donc la femme africaine a toujours été de l'avant de tous les combats. Ce sont les femmes qui ont laissé le pouvoir aux hommes. Moi, je lance un appel aux femmes. Vous êtes où quand les femmes sont candidates sur les listes électorales? Pourquoi vous ne votez pas pour les femmes? On se plaint que non, nous ne sommes pas représentés, mais que faisons-nous nous-mêmes? Quand une femme est sur la liste, les femmes ne votent pas. N'oublions pas que les femmes sont majoritaires. Si les femmes veulent que les choses changent, les choses vont changer. Ce n'est pas facile, mais il va falloir qu'on reprenne notre place de leader, de mère, de dirigeante et de femmes de pouvoir pour mettre de l'ordre sur ce continent qui tend à la dérive et qui n'arrive pas à trouver des solutions à ces mots. Ces mots MAUX. Oui, c'est très important cet hommage que vous venez de rendre à ces femmes guerrières, à ces africaines, ces vaillantes africaines qui ont défendu leur continent. On ne découvre pas aujourd'hui que la femme africaine est forte, elle a toujours été. Et aujourd'hui d'ailleurs, les statistiques des institutions internationales le disent, la femme africaine travaille le plus au monde. C'est la femme qui travaille le plus au monde. Mais les analystes le disent, l'engagement, le fait pour les femmes de faire aujourd'hui carrière a un coût social. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est, disent-ils, la déstructuration de la famille, l'institution sociale la plus importante. Une femme qui est toujours partie, qui est engagée, qui s'investit dans sa carrière, n'a pas le temps de s'occuper de sa famille, même s'il y en a qui le réussissent parfaitement. Que répondez-vous à cette analyse, Madame l'ambassadeur?
Je ne suis pas du tout convaincue que le fait que les femmes aient des responsabilités, ça détériore la vie de sa famille. Ce n'est pas vrai parce que la femme, justement, a cette capacité, cette duplicité d'être capable de gérer à l'extérieur, de faire le travail politique tout en gérant aussi sa famille. Elle peut partir, mais elle s'assure si les enfants ont bien mangé, si les enfants sont allés à l'école, s'il faut payer quelqu'un pour seconder, faire certains travaux de ménage et autres. Justement, à propos s'il faut payer quelqu'un, on dit les nounous deviennent des mamans par procuration. Il y a plus de liens affectifs entre les enfants et le nounou plutôt que entre leur propre mère et eux, non? Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai évolué dans une communauté. Chez moi, au Burundi, c'est vrai que nous avons cette culture de nounou ou de nourrice. Mais le fait d'avoir une nourrice, justement, vous permet de contrôler et de surveiller ce qui se passe avec votre enfant tout en faisant autre chose. Je peux être en train de lire un document ou de rédiger quelque chose pendant que la nounou est en train de préparer la nourriture à la cuisine. Mais lorsqu'il faut aller à table, je suis là. Je m'assois avec mes enfants, on mange ensemble, mais quand vous êtes en mission, vous n'êtes pas là. Mais la mission, ça ne veut pas, c'est pas parce que je dois aller en mission, c'est la même chose quand papa n'est pas là. Absolument. Lorsque le père n'est pas là, les petits garçons font la fête. Ils ont besoin de papa à table avec maman à table. Ce qui a détruit les familles africaines aujourd'hui, c'est plutôt cette idée de penser qu'une femme qui est autonome, qui travaille, ne doit pas être mariée. C'est les premiers hommes. C'est d'ailleurs les hommes qui créent des problèmes, qui commencent à dire que c'est la femme qui porte le pantalon. Voilà, c'est ça le terme que les hommes aiment utiliser. Mais elle a toujours porté le pantalon, la femme. Que c'est la femme qui porte le pantalon. Quand on dit qu'elle porte le pantalon, ça veut dire que c'est elle qui décide, c'est elle qui commande. Mais c'est son rôle. Et la femme sait bien le faire, elle sait bien gérer sa famille et s'occuper des affaires de l'État. D'ailleurs, si vous me permettez 2 secondes, moi j'ai toujours dit que même les hommes, dans le temps, je me souviens dans mon pays, un homme qui n'était pas marié, qui n'avait pas de famille, qui n'avait pas de ménage, ne pouvait pas être ministre. C'est un exemple. Parce que quand quelqu'un ne peut pas gérer le petit noyau familial, de faire des choses correctement dans sa maison, il ne peut pas gérer un État ou un ministère. C'est pour ça que les choses ne vont pas. Parce qu'on trouve des hommes qui n'ont aucune responsabilité, même pas dans leur maison, qui se pointent quelque part comme responsables. Alors que les femmes savent toujours gérer. Concilier carrière et vie familiale. Et c'est leur force, c'est ça la force des femmes. Parce que le fait de pouvoir concilier les deux et le faire correctement, ça fait peur aux hommes. Madame Kazavoubo, la question du coût social ne se pose pas à vos yeux? Mais je pense que ça ne se pose en tout cas pas de cette manière-là, parce que moi je préfère situer le débat sur le plan des revendications des droits. Et donc quand on parle des revendications des droits, ça veut dire qu'il faut avoir vraiment une conscience de ces droits. Il faut aussi avoir une motivation pour défendre ces droits. Et enfin, il faut avoir aussi un cadre sociopolitique qui vous permette de défendre ces droits. Or, aujourd'hui, pour nous, les femmes africaines, congolaises aussi en particulier, pour ce qui me concerne, c'est là que le bas blesse, parce que le cadre dans lequel nous évoluons ne permet pas aux femmes, justement, de pouvoir prétendre à assumer tous ces rôles-là. Il est vrai qu'en famille, dans le clan, la femme a des rôles qui lui sont dévolus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, dans une société en mutation, dans un siècle où tout se bouleverse à une vitesse fulgurante, eh bien, je crois qu'il s'agit beaucoup plus... Non seulement il faut s'adapter, mais il faudrait justement que les dirigeants puissent aussi changer leur logiciel de manière à ce qu'on puisse effectivement se rendre compte. Est-ce que nous avons des dirigeants qui œuvrent pour le bien de la société, l'équilibre et l'harmonie de la société? Et qui tiennent compte des nouveaux paradigmes. Oui, des paradigmes, mais aussi de la dignité de la femme, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit aujourd'hui en cette date anniversaire de commémoration. Est-ce que la dignité de la femme africaine est respectée? Moi, je ne le crois pas. Est-ce que son audace est absolument accepté dans une humilité réciproque? Je ne le crois pas non plus. Et donc finalement, moi je pense que c'est plutôt au niveau de la prise de conscience et donc de la formation de nos sociétés et de la responsabilité des partis politiques à faire ce travail. C'est ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle moi je suis tellement motivée pour faire de la politique, parce que je vois que avec la détermination, eh bien nous y arriverons. Mais c'est une détermination qui n'est pas du tout gratuite, puisque nous bousculons les codes. Nous bousculons les codes, et je dois vous dire que les hommes africains, eh bien, ce n'est pas du tout facile pour nous aujourd'hui. Merci. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.